Tu peux respirer. Donc, le rôle des premiers répondants, bien, ça dit dans le nom premier répondant, on arrive premier sur les lieux. Puis nous, notre rôle, c'est de stabiliser le patient en attente des ambulanciers. Donc, ça peut être donner de l'oxygène, si c'est un arrêt cardiaque, de faire le massage ou de donner de l'épinéphrine dans un cas de réaction anaphylactique. Donc, toutes ces choses-là, ça pourrait faire donner de meilleures chances de survie aux patients. Puis lorsque l'ambulancier arrive, les ambulanciers arrivent, bien, nous, on les aide. Puis ça a tous pour but de donner de meilleures chances de survie. J'ai 26 ans de service comme pompier, dont 6 années, les 6 dernières années comme capitaine dans le service incendie de la Ville de Montréal. Ouais, l'incident s'est produit le 11 mai 2016. C'est un appel incendie qu'on a eu dans le secteur de Outremont. On est la deuxième unité arrivée sur les lieux. Dès qu'on arrive, on voit déjà de la fumée, des flammes qui sortent à l'arrière du bâtiment. Et on fait une attaque intérieure à la demande de l'officier commandant de l'intervention. On procède à l'intérieur, une fumée dense et chaude. Les propriétaires, il y a quelqu'un qui arrive sur les lieux qui nous déborde la porte, il nous dit qu'il n'y a personne à l'intérieur, mais on procède quand même à l'intérieur en vérifiant les portes de chaque côté du bâtiment. Le bâtiment, c'est une particularité, c'est que son toit, son plafond est plus haut que la normale. Et le hall d'entrée aussi est assez large, donc ça fait un espace plus large que la moyenne, donc ça change un peu le niveau de l'intervention. Mais la fumée est tellement dense qu'elle est pratiquement au sol et pas capable de voir ma main. Et même la caméra thermique, une image dessus, il faut que je sois proche pour pouvoir la voir tellement que la fumée est opaque. J'ai deux autres pompiers qui sont en arrière de moi. Eux font des pièces à gauche et à droite en ayant toujours un contact avec la lance. Et pour une raison X, les conditions commencent à changer un petit peu. La chaleur commence à être un petit peu plus intense. La fumée est de plus en plus, elle bouge un peu plus. On sent que la fumée, il y a un mouvement des gaz chauds dans la pièce. Avec la caméra thermique, je me rends compte que les gaz commencent à être chauds au niveau du plafond. C'est un signe qui peut avoir un genre peut-être un début d'embrasement au niveau du plafond. Donc, en voulant retourner, en voulant reculer, nous, les pompiers qui étaient en arrière de moi nous donnaient, on appelle ça nous donner du boyau. Ça a provoqué une loupe. Où est-ce que le tuyau tourne sur lui-même à l'intérieur de la pièce, à l'intérieur du corridor. Donc moi, en suivant le tuyau, j'ai perdu le tuyau. À un moment donné, il passe en dessous d'un meuble et en dessous d'un sofa. Fait que j'ai voulu suivre le tuyau, mais je revenais toujours à la lance, je revenais avec mon porte-lance. Là, c'était pas de la panique, mais c'était sur ça que c'était pas normal non plus. Fait que j'ai repris la lance encore une fois. Et j'ai repris le boyau une autre fois pour le suivre. J'ai suivi une deuxième fois. Puis quand je suis revenu à la lance, le porte-lance n'était plus là. Le pompier qui était supposé sur la lance n'était plus là. Donc, j'ai eu un moment de panique parce que, de un, est-ce que le pompier était parti seul en me laissant sur les lieux? Et où je l'avais perdu, où lui s'était perdu, s'était aventuré, puis il était perdu dans la pièce. J'avais aucun contact avec ce pompier-là. J'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à prendre beaucoup d'air. Sur ces moments-là, pendant je dis environ 30-45 secondes, évaluer le temps, c'est quand même difficile. Il y a des moments de panique qui ont commencé à apparaître dans ma tête, dans mon cerveau. Mais je respirais tellement vite que j'avais ma partie faciale avait de la misère à fournir l'air au niveau de mon visage, au niveau de mes poumons. Là, je me suis dit, écoute, je vais craquer ma partie faciale. C'est comme un réflexe. Quand tu as de la misère à respirer, ben, tu vas essayer d'avoir un petit peu plus d'air. Fait que j'ai voulu comme craquer ma partie faciale. Dès que j'ai mis ma main là, j'ai eu comme flash que le 11 mai, ben le 12 mai, c'est la fête à ma fille. Donc, c'était le lendemain c'était la veille de la fête à ma fille. Fait que là, je me suis dit non. Si j'ouvre cette partie faciale-là, les gars chauds vont rentrer. On va arrêter ça là. C'est sûr que ça va être pire si je fais ça.
c'est ça qui m'a fait prendre mon calme. J'ai réussi à prendre ma lance. Ensuite de ça, je me suis couché au sol. Les flammes, on appelle ça des snakes, c'est des gâchots qui allument, puis on voit des flammes. Fait que j'ai pu prendre la lance. J'ai arrosé au plafond avec un jet. Je me suis protégé avec le jet brume, puis je voulais savoir essayer de trouver des pompiers. En me couchant au sol, j'ai tourné la tête, puis j'ai vu qu'il y avait une éclaircie. Fait que là, en marchant, en mettant à 4 pattes, je me suis rendu à la porte. Là, j'ai rencontré 2 de mes pompiers qui étaient là. Je leur ai demandé si eux autres avaient vu les 2 autres pompiers avec moi. Eux autres, ils n'ont pas vu sortir. Donc, j'étais en mode un peu panique, là, parce que je savais où ces 2 pompiers-là étaient. Donc, je m'en allais demander, on a un système des procédures de Mayday qu'on a au service qui sont en place. Au moment que je me préparais à faire le Mayday pour retrouver les 2 pompiers sont sortis en arrière de moi pratiquement quelques secondes après. Là. Le chef, il y a un chef qu'on appelle SST qui est venu sur place. Puis nos casques et j'avais des pièces d'uniforme qui avaient été trop chauffées, trop brûlées, fait qu'ils n'ont pas voulu que je revienne, que je combatte encore l'incendie à l'intérieur. Cette intervention-là est arrivée au mois de mai. Quand j'ai fini l'intervention, on m'a envoyé en caserne. Je travaillais cette journée-là. Je continuais mon chiffre cette journée-là. Je peux juste vous dire que quand je suis arrivé en caserne, il y a un chef qui m'a appelé savoir comment j'allais. J'avais expliqué le problème, puis j'ai envoyé comme un enfant. Là, je ne vous le cacherai pas. Là, il m'a appelé, il m'a dit puis comment ça va ça va-tu mieux? Puis tout. Moi, dans la tête, je m'étais dit, écoute, ça va bien aller. Là, tout va bien. Là, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de personne. Regarde, c'est un incident qui arrive qui peut arriver n'importe quand, n'importe quel jour dans l'incendie. Par après, les interventions, c'est arrivé au mois de mai, j'étais en vacances au mois de juin, j'étais en vacances au mois de juillet, ça a comme retardé un peu, c'est quelque chose des symptômes que je ne m'étais pas aperçu. Ensuite, quand je suis revenu de vacances, environ au mois de août, on a eu quelques interventions où est-ce que les interventions allaient plus ou moins. Puis, je dis au mois d'août, mais même là, un peu avant, j'avais commencé à avoir des problèmes d'estomac. Je mangeais moins, j'avais tout le temps comme des refoulements dans l'estomac, c'était des genres de reflux. Ensuite de ça, à chaque fois que j'avais une intervention où est-ce qu'il y avait un incendie, je prenais des décisions, pas pour... selon les directives, oui, mais je prenais toujours des décisions pour que je sois en sécurité, pas être obligé de rentrer à l'intérieur sans être sécurisé. J'avais toujours peur de rentrer et de faire une intervention à l'intérieur dès qu'il y avait un incendie. Puis à chaque fois que les gens parlaient de l'intervention, où il y avait eu l'incident à Outremont, où est-ce que je m'étais, disons, on était perdu dans l'appartement, j'avais comme un haut de cœur, des genres de nausées, ces choses-là, puis ça filait vraiment pas bien, j'avais des sueurs froides, je me sentais, ça allait pas bien, j'en avais même parlé avec un chef un soir, puis je m'étais dit, je vais aller consulter après mon corps de travail, mais j'ai pas eu le temps de me rendre jusque-là. Quand j'étais allé à l'hôpital, la dernière fois que j'étais allé à l'hôpital, le médecin me dit que c'était probablement causé par un choc post-traumatique avec toutes les choses qui s'étaient passées. Je me souviens un soir, j'étais allé jouer au hockey puis je filais vraiment pas. J'ai même fait venir l'ambulance parce que je pensais que j'avais un problème cardiaque, une crise de cœur, crise cardiaque, crise d'angine. Nommez-les, je pensais que j'avais tous ces symptômes-là. On est allé à l'hôpital. À l'hôpital, ils m'ont fait des tests. Le médecin m'a fait faire. Il m'a gardé en sous-observation toute la nuit pour attendre le matin pour faire passer un électrocardiogramme à l'effort pour être sûr qu'il n'y avait rien. Ils n'ont rien trouvé. J'avais même, suite à une intervention, il faisait très chaud. Ils n'ont pas pris de chance, ils m'ont envoyé encore à l'hôpital par rapport à ça. Là non plus, il n'y avait rien retrouvé d'anormal. Mon cœur était en super bonne santé. Puis la dernière fois, je me souviens que j'étais dans ma voiture. Je m'en viens dans le trafic. Puis là, j'ai encore un point au cœur, ça file vraiment pas. J'arrive chez nous, je décide de demander à mon garçon de venir m'emmener à l'hôpital. Par chance, j'ai rencontré le même médecin qui m'avait vu lors du match de hockey. Puis il y avait mon dossier qui était comme frais encore, ça faisait comme peut-être 2-3 semaines seulement qu'il m'avait vu. Puis à force de parler, ben là il m'a fait. Écoutez, j'ai été avec lui peut-être 45 minutes dans la pièce avec lui, puis il m'a fait parler, puis essayer de savoir c'était quoi les problèmes. Puis à partir de ce moment-là, j'ai flushé, j'ai parti à pleurer pour lui expliquer ça.
pour expliquer qu'est-ce qui s'était passé depuis quand ça fait le pas, puis que j'avais perdu du poids aussi. J'avais baissé d'environ 60 livres pendant cette période-là, du mois de mai jusqu'au mois de novembre à peu près. Là, en novembre, c'est là que j'ai tombé en maladie, puis c'est là qu'on a décidé que c'était un choc post-traumatique que j'avais subi au mois de mai. Donc, ce médecin-là m'a mis en arrêt de travail pendant un mois. Il m'a demandé d'aller prendre des recours nécessaires. J'ai appelé le PAE, puis le PAE m'a référé avec un psychologue. Puis ensuite, j'ai été suivi par le psychologue pendant environ 9 mois. OK, l'aide qu'on reçoit habituellement, il y a un service, le PAE, c'est un programme d'aide aux employés qui est fourni par le syndicat avec l'aide avec la ville. C'est des gens qui sont de ressources. Quand le médecin m'a donné mon mois d'arrêt, il fallait que j'attende encore passer d'autres tests. Pendant que j'étais en attente, j'ai appelé le PAE, puis là, au téléphone, j'ai parlé avec le responsable de l'agent qui était en devoir. J'ai parlé quasiment pendant 1 heure au téléphone avec lui, à pleurer, puis à tout expliquer ce qui s'était passé, puis tout ça. Puis il m'a référé un psychologue qui était habitué à avoir des cas de choc post-traumatique au niveau des ambulances, policiers, pompiers. Le bon support que j'ai eu, c'est par l'agent du PAE. Quelquefois par des confrères pompiers. Présentement, on est rendu en 2019. Il commence à avoir des avancées là-dedans, mais en 2016, puis peut-être avant je ne peux pas le confirmer, il n'y avait pas autant de support qu'ils ont aujourd'hui, parce que souvent tu es laissé à toi-même. Oui, l'impact au niveau familial, c'est sûr que c'est pas facile au début. Là, je veux dire, il faut t'expliquer à ta conjointe, à tes enfants, pourquoi tu restes à la maison. Quand tu es à la maladie pour 1 semaine ou 2, ça passe toujours, mais quand ça fait 9 mois que tu es à la maison, puis tu vas toujours voir le psychologue, tu as perdu, j'ai passé de 198 livres à 138 livres. Donc, c'est quand même les gens qui t'entourent se rendent compte de ce qui se passe, fait que c'est pas toujours évident. Puis, quand il y en a qui te reconnaissent pas quand tu reviens au travail ou quand tu les croises dans la rue, ça a un impact psychologique un peu. Toi, à l'intérieur, tu essaies de te sentir bien, mais quand tu sors et quand tu vois du monde, ben là, tu vois que à leurs yeux, tu parais pas bien. L'entourage aussi, au niveau familial, j'ai eu beaucoup de support, ça aide beaucoup. Mes confrères dans ma caserne aussi, quand on faisait des réunions, des parties d'équipe, ces choses-là, j'étais là, puis ils prenaient soin de moi. Je continuais à jouer pareil au hockey. C'était pas toujours évident, mais c'était super bon de savoir entouré par la famille, que les confrères, les amis, ces choses-là. Fait que je trouve que c'est important. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui est en choc post-traumatique, ben, gênez-vous pas. Un support, c'est super bien. C'est super bien pour cette personne-là, pour le moral. C'est difficile pour les pompiers de parler des chocs post-traumatiques parce que dans le milieu pompier, c'est pas mal macho, c'est pas mal. L'orgueil est souvent mal placé. Fait que souvent, c'est difficile aux autres de dire qu'ils sont malades psychologiquement. C'est pas une maladie qui se voit physiquement, donc on essaie de le cacher pour pas paraître faible devant les autres. Il faut juste arrêter de mettre les stéréotypes de macho et dire que quand ça fait le tour, ça fait le tour. Oui, de nos jours, effectivement, la ville est plus sensibilisée sur le stress post-traumatique. On nous donne plusieurs formations sur ça. Puis lorsqu'on est mis en contact avec une intervention qui peut être à risque, on a souvent de l'aide qui peut nous être offerte, soit avec le programme d'aide aux employés ou soit avec des ressources externes. Puis on est très bien encadré en ce qui concerne le stress post-traumatique. Bonjour, je m'appelle Bernard Provencher, je suis pompier premier répondant pour la ville de Montréal. Je suis pompier depuis 2005, ça fait 15 ans que je travaille pour la ville de Montréal à titre de pompier premier répondant. En 2006, j'ai vécu un événement traumatique. Une femme qui s'est endormie au volant et qui a frappé une dame qui se promenait sur le trottoir avec son enfant. Pour moi, ça a été un élément extrêmement traumatisant parce que les choses arrivent extrêmement rapidement. Puis j'étais papa d'une petite fille de l'âge de la petite fille qui était impliquée dans l'accident. Heureusement, la petite fille, elle s'en est sortie avec pratiquement rien, à part des petits bleus, des choses comme ça. Malheureusement, sa mère n'était pas dans le même état. Là, j'ai été confronté
des gens qui, pour moi, avaient des connaissances vraiment très accrues en premier répondant. Et puis, même ces gens-là étaient pris de court dans la situation. Fait que ça a été un événement un peu plus difficile à vivre parce que les gens sur qui tu te fies sont en position de faiblesse, sont en stress majeur. Et puis, toi-même, là, tu absorbes comme une éponge cette émotivité-là qui est ambiante. Suite à ça, on retourne à la caserne, on se fait un petit debriefing entre nous. Et à l'époque, on n'avait pas encore vraiment de protocole pour le premier répondant pour des situations traumatiques. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a discuté entre nous, chacun partage ses émotions, puis dans le fond, ça s'avère être plutôt une réunion de tough, de gars qui veulent pas trop en parler, puis que ça se finit par être seulement que des événements qu'on discute, qu'on fait des petites blagues, des fois malaisantes. De façon de se libérer, pareil, du stress, mais moi, je suis resté sur ma faim. La situation, pour moi, elle n'était pas apparente à partir de ce moment-là. J'ai continué à faire mon travail. Après certains temps, j'ai eu des sauts d'humeur. J'avais de la misère à me concentrer. J'étais chauffeur de camion, puis sans pour autant mettre la vie des gens en danger, je pouvais par contre faire des petites erreurs nounounes qui m'amenaient à voir que j'avais perdu beaucoup mon degré de concentration. Fait que, au niveau des conséquences, il a fallu que je me retire de la conduite pour un certain temps. Suite à ça, j'étais désagréable au travail. Mes confrères de travail ne voulaient plus travailler avec moi. Et puis moi, ben, je m'en rendais pas vraiment compte. La seule chose, c'est que j'attribuais ma souffrance à l'événement. Alors que dans le cas présent, tout le monde a vécu l'événement, mais moi, je me sentais victimisé. Suite à ça, j'ai changé de caserne. Les choses se sont légèrement améliorées pour moi. Puis après ça, en 2009, j'étais dans une deuxième caserne. J'ai vécu un deuxième élément de traumatisme. Je suis arrivé sur l'intervention d'un infanticide, d'un papa qui avait tué son enfant. Sur le coup, quand on est entré dans la maison, encore là, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a une immense émotivité qui entre en ligne de compte, au-delà des événements. Alors là, j'avais des policiers qui sont arrivés en même temps que nous, qui, eux, ont découvert le bébé. Moi, j'avais besoin de savoir comment ils ont découvert le bébé, dans quelle position était le bébé, pour savoir qu'est-ce que moi j'ai à faire comme travail. Alors, on m'a expliqué que le bébé, il était dans un sac, que le papa avait prétendu que son bébé avait joué sur le lit, puis qu'il est rentré dans le sac, puis c'était un sac à cordon. Et le cordon a été tiré. Alors, c'est évident que le bébé ne pouvait pas avoir tiré le cordon. Ce que je vous compte là, ça se fait lentement en discussion, mais sur l'entrefaite, les ambulanciers arrivent, d'autres policiers arrivent. Moi, j'ai décidé d'aller m'occuper du transport du bébé. Ça veut dire que nous, on a un protocole, il faut que je prenne un banc de bébé, je l'amène dans l'ambulance, puis on l'installe pour prendre le bébé puis l'amener. Je suis allé avec un ambulancier en bas dans l'ambulance, puis quand je suis arrivé dans l'ambulance, l'ambulancier s'est assis et s'est mis à pleurer. Lui, il était victime de choc post-traumatique aussi depuis longtemps. Cette journée-là, lui, ça l'a explosé. Alors, à mon retour en caserne, on a fait un debriefing. Cette journée-là, j'ai pris la décision d'aller à l'hôpital, ce que je n'avais pas fait en 2006. Puis, suite à ma rencontre à l'hôpital, j'ai été diagnostiqué avec un choc post-traumatique sévère. Donc, à partir de 2009, j'ai admis que j'avais des problèmes de santé reliés à un choc post-traumatique. Puis, les problèmes de santé d'un choc post-traumatique, c'est pratiquement la dépression. On peut dire que c'est une dépression, c'est suivi d'une dépression. Il y a différentes variantes, puis différentes choses qui vont faire en sorte que vous allez souffrir. On ne souffre pas de la même façon. Moi, j'ai orienté un peu, si on veut, mon automédicamentation vers un peu d'alcool, un peu de drogue, des drogues douces. Puis, évidemment, ça fait son temps, parce que ça guérit rien, ça fait juste endormir un peu les sentiments. Ça fait que depuis, je dirais peut-être 2011, j'ai arrêté ce que j'appelle l'automédicamentation. Donc j'en ai fait pendant 2 ans. J'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai été suivi, j'ai eu un arrêt de travail de 9 mois pour prendre soin de moi.
Malheureusement, dans mon cas, à moi, ça a été en fait le début d'un facteur d'événements qui ont été déclenchés par le choc post-traumatique. Le choc post-traumatique m'a rendu dans un état où, chez moi, ça ne fonctionnait pas. Alors, après un certain temps, ma conjointe a décidé que c'était terminé. Elle m'a demandé de quitter. Puis quand je dis demander de quitter, pour que vous compreniez, c'est pas pour dire qu'elle est une mauvaise personne, mais au niveau où elle était rendue, elle m'a mis dehors. C'est les termes exacts. Alors, là, t'es malade. On te met dehors de chez toi. Il te reste tes parents. Puis quand tu parles à tes parents, tu leur dis je comprends pas, elle comprend pas, je suis malade, puis tes parents te disent que eux non plus sont plus capables de t'endurer. Alors, deuxième coup dans les dents, comme on dit. Je suis allé voir mon meilleur ami que je connais depuis 35 ans, la personne qui me connaît le plus, la personne que je le vois ou pas, ça n'a aucune incidence, c'est comme si on était ensemble hier. Puis qui, lui, à ce moment-là, me confesse que si ça ne faisait pas 25 ans qu'on était amis, il ne serait plus mon ami. Alors, vous pouvez comprendre qu'à partir de ce moment-là, ça a été la thérapie, ça a été la remise en question, ça a été une descente, pour moi, ça a été une descente aux enfers. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu tous mes moyens financiers, j'avais faillite. J'ai passé une période, comme je vous ai dit tantôt, à consommer de la drogue. Jamais en travaillant, jamais en étant avec mes enfants, mais aussi que j'étais tout seul, vu que je ne voulais pas ruminer et repenser à tout ça. Je me droguais, je me gelais, je me suis isolé. J'ai éloigné tous les amis que j'avais autour de moi parce que je voyais bien que je ne suis pas attrayant à être avec. Je n'étais pas plaisant. Tout ça, ça m'a pris, je vous dirais, 9 ans pour prendre une décision un matin de dire, OK, ça va mieux. Mais j'ai réalisé qu'après 9 ans, moi, j'ai plus de plaisir à vivre, j'ai plus de plaisir à manger. Je reste vivant pour mes filles. Puis, j'ai décidé il n'y a pas très longtemps qu'il fallait que ça change. Parce que ce que je veux montrer à mes filles, c'est pas ça. Ce que j'ai toujours dit à mes enfants, c'est qu'il faut se relever dans la vie. Ce que je veux dire à tout le monde, c'est qu'on peut toujours se relever dans la vie. Fait que j'ai remonté mes manches, puis j'ai décidé que chaque matin que je me levais, ce serait une belle journée. C'est pas toujours facile. Le choc post-traumatique, pour moi, c'est jamais réglé. J'ai des séquelles psychologiques, je prends des médicaments, je fais de la thérapie sur une base régulière quand j'en ai besoin. C'est plus une nécessité, mais quand j'en ai besoin, je vais consulter pour discuter. Il faut s'entourer de bons amis, alors je suis à refaire mon cercle d'amis. Mais au niveau des conséquences, ça a vraiment beaucoup de conséquences. On perd l'amour, on perd l'amitié, on perd beaucoup de choses.